Donc il faut se méfier beaucoup des sondages. Alors, je vous renvoie d'ailleurs au livre de Philippe de Villiers, qui raconte les élections européennes de 1994. Il était à 2% dans les sondages. Et il appelle Jimmy Goldsmith, qui, de désespoir, était parti se réfugier dans son hacienda du Mexique. Et il dit, il faut faire quelque chose. Et finalement, qu'a fait Jimmy Goldsmith? D'abord, il a commencé par racheter, parce que c'est un milliardaire, il a racheté 5% de TF1, et à ce moment-là, il a obtenu une certaine surface médiatique. Et puis il a fait autre chose, il a commandé des sondages. Il a gavé les sondeurs. Et à partir de ce moment-là, miracle, les sondages se sont envolés. Autrement dit, pour avoir de bons sondages, il faut payer les sondeurs. Alors, on voit qu'en général, les sondeurs, avec leurs méthodes plus ou moins empiriques, arrivent à peu près, plus ou moins, à se rapprocher du résultat avant l'épreuve de la réalité, c'est-à-dire le vote. Mais quand ils sont un mois avant ou 2 mois avant, ils peuvent raconter n'importe quoi. Le seul critère, c'est ce que dit le sondeur d'à côté. Or, pour assurer leur fonds de commerce, tous les sondeurs se mettent d'accord pour annoncer à peu près la même chose. Vous voyez ? Donc pour ces raisons diverses, ne faites aucune confiance aux sondages. Moi, je parie, compte tenu de l'analyse politique que j'ai faite, que, les sondages de Macron sont hyper gonflés, pas un peu gonflés, hyper gonflés, et que les sondages de Marine Le Pen sont aussi gonflés. Voilà. Et qu'en revanche, les sondages de Hamon et de François Fillon sont sous-estimés. Voilà l'opération. Il est donc assez vraisemblable que, jusqu'au bout, Fillon reste 3e dans les sondages, comme il l'était pour la primaire de la droite et du centre. Et je pense que c'est assez vraisemblable qu'il finisse par se retrouver au second tour. Alors, faites une comparaison maintenant des traitements médiatiques des différentes affaires. J'ai déjà fait la comparaison pour Fillon et Macron, mais pensez à la comparaison entre les affaires d'assistants parlementaires de François Fillon et les affaires d'assistants parlementaires de Marine Le Pen. Je pense que Marine Le Pen est aussi innocente, Marine Le Pen et les autres députés européens du Front National est aussi innocente que les François Fillon. Pourquoi ? En tout cas, du point de vue moral. Du point de vue moral, pour la raison simple que lorsque un député ou un sénateur a de l'argent pour recruter des collaborateurs, il doit en faire ce qu'il veut. Il me semble que ça fait partie de l'indépendance normale qui revient à un élu. Il peut y avoir une différence juridique, c'est que, à ma connaissance, le Parlement européen prescrit des règles précises pour l'emploi des attachés parlementaires, ce que ne fait pas le Parlement français. Mais pour le reste, donc, j'estime qu'au moins moralement, Marine Le Pen et ses adjoints du Front National sont aussi innocents. Mais elle n'a pas une affaire d'assistant parlementaire. Ils en ont plusieurs dizaines. Plus des affaires de détournement de fonds publics dans des campagnes électorales précédentes. Alors, je ne dis pas qu'on n'en parle pas, mais la place relative accordée à l'assistant parlementaire, qui était une assistante de François Fillon, et les nombreux assistants parlementaires, où il y a aussi des mises en examen pour détournement de fonds publics, emploi fictif, la différence de traitement médiatique est absolument hallucinante. Hallucinante. Et ça ne peut s'expliquer, à mon avis, ce qui est cohérent, c'est qu'on veut que Marine Le Pen soit au second tour. Sinon, ça ne se comprendrait pas, parce que Marine Le Pen n'est quand même pas quelqu'un que le système apprécie particulièrement, mais elle veut l'utiliser, le système veut l'utiliser pour mettre en œuvre son plan qui est de faire élire Emmanuel Macron. Alors, j'ai parlé d'un plan, mais je voudrais que vous n'ayez pas à l'esprit une vision simpliste de ce plan. Je ne dis pas que l'ensemble de la classe médiatique, des journalistes, des directeurs de radio, de journaux, obéissent, se forment une armée hiérarchisée et obéissent à des ordres. Non, c'est plus compliqué que ça. Le plan, évidemment, a été conçu et il est exécuté. Mais son exécution est un phénomène complexe. Il y a des meneurs, il y a des suiveurs, des agents et des échos. Par exemple, dans le plan, la partie judiciaire du plan, le juge d'instruction qui s'appelle Serge Tournaire ne reçoit justement pas d'instruction. Il agit selon son bon vouloir. Mais on a choisi le juge. On a choisi le juge, car à condition de bien... c'est une question de date, hein. Il y a un tour de rôle, donc à condition de bien choisir le moment où on saisit
le doyen des juges d'instruction, on aura tel ou tel juge. Et on a choisi Tournaire et pas Van Ruymbeck. Voilà. Et on a obtenu ce qu'on voulait. Alors, pour ce qui est des journalistes, je pense que la majorité, je pense en être sûr, que la majorité des journalistes n'ont pas de consignes précises, même de leur directeur de journal, ou de leur directeur de radio. Mais ils savent ce qu'il faut faire pour être dans la note, et en avoir de bonnes notes. Je veux dire que les journalistes n'ont pas besoin qu'on leur dise « vous devez dire du bien de Macron », ils savent, ils sentent que s'ils veulent être bien vus, avoir une bonne réputation, ils doivent dire du bien de Macron. Alors, pour autant, au-delà de ce climat général, il y a des médias aux ordres. Il y a, par exemple, l'Express ou BFM TV, qui appartiennent, je l'ai dit, à Patrick Drahi, qui est un obligé de Macron, et qui a la qualité de vouloir renvoyer l'ascenseur. C'est un homme reconnaissant, il faut le féliciter. Il y a Le Monde de Pigasse et Berger, qui sont des soutiens de Macron. Il y a Libération, qui appartient à Rothschild, et comme vous le savez, Macron vient de la banque Rothschild, donc je ne sais pas si c'est l'oncle ou le cousin d'Édouard de Rothschild qui est le propriétaire de Libération. Et outre les affinités idéologiques des journalistes qui les poussent à préférer le candidat de l'oligarchie cosmopolite, Emmanuel Macron, il y a la corruption. Car on ne sait pas, personne ne le dit. On parle beaucoup de la corruption des hommes politiques. Mais moi je vous dis, je le sais. La corporation journalistique est une des corporations les plus corrompues de France. Les journalistes se font payer, on leur donne des enveloppes. Ils sont payés de beaucoup de façons possibles, hein. Mais c'est une corporation extrêmement corrompue. Alors, bien sûr, tous les médias, l'unanimité n'est pas absolue. Il y a des exceptions. Alors, Radio Courtoisie, évidemment, qui fait exception dans la liberté de ses patrons d'émission. Dans la presse écrite, je ne vois que Valeurs Actuelles, Minutes, Monde et Vie présents. Bon. Le Figaro, on devrait dire, Figaro, c'est un journal de droite. Il devrait être pour Fillon. Mais moi, je vous garantis, je lis bien le Figaro, je suis abonné. Il est globalement pour Macron. Le pire exemple, c'est Guillaume Tabar, journaliste qui a une chronique dans le Figaro tous les jours, qui a beaucoup de talent et qui vraiment désinforme de manière systématique au profit de Macron. Mais systématique. Alors, pourquoi, me direz-vous, l'oligarchie cosmopolite a-t-elle choisi Emmanuel Macron et pas un autre? D'abord parce qu'il est idéologiquement parfait. Il est parfaitement cosmopolite. Encore mieux que Juppé. Juppé, c'était déjà bien, parce que Macron a vraiment été choisi. L'oligarchie avait deux fers au feu, Juppé et Macron. Et Juppé devait gagner la primaire. On avait d'ailleurs trafiqué les sondages pour cela. Et malheureusement, Juppé a été battu. Alors on a encore fait une tentative pour faire revenir Juppé dans la course, vous vous souvenez, hein. Il a fallu la résistance exemplaire de François Fillon pour que cela ne se passe à point. Et donc, Juppé n'était déjà pas mal dans le genre. Il avait inventé la formule de l'identité heureuse, c'est-à-dire pas d'identité en fait, hein. Et Macron, alors là, Macron, c'est le sommet de la trahison morale et intellectuelle. Macron est allé en Algérie, où la France a construit tant de routes et de ponts, expliquer que la colonisation est un crime contre l'humanité. En Algérie. Mais il a dit, je trouve que c'est encore plus fort et encore mieux, qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il n'y avait pas d'art français. Et ce personnage veut être président de la République française. C'est effarant. Alors, mais vous me direz, mais pourquoi pas Fillon? Après tout, François Fillon a été, de 1980 à 2012, dans le système de la politique à droite, hein. Il a même été 5 ans Premier ministre sous Sarkozy. Et il a accepté beaucoup de choses. Alors j'y vois quelques raisons. D'abord, il est évident que M. François Fillon, marié depuis plus de 30 ans à Pénélope, comme vous le savez, maintenant son prénom est devenu célèbre, enfin, il était déjà célèbre pour les lecteurs de l'Odyssée. Donc, il est attaché aux valeurs, il est marié, père de 5 enfants, il est attaché aux valeurs traditionnelles. J'emploie l'expression valeurs traditionnelles par facilité, mais pour moi c'est un pléonasme. Les valeurs sont forcément traditionnelles. Il est suspect quand même de souverainisme, c'est très très grave. Bien qu'il ait accepté d'être européen, il a quand même été en 1992 avec Villiers, avec Séguin, un des héros du combat, avec Pasqua, du combat contre le traité de Maastricht.
Combat qui a failli gagner, hein, qui a failli l'emporter. Et je crois surtout que ce qui est reproché par l'oligarchie et la superclasse mondiale à Emmanuel Macron, ce sont ses positions internationales. Je crois que c'est ça l'essentiel. C'est la Russie. Les questions internationales sont fondamentales. Il faut que la France soit anti-russe. Il faut qu'elle rentre dans l'ordre international, qu'elle suive la superclasse mondiale qui veut démolir ou marginaliser, isoler la Russie et Vladimir Poutine, son chef. Ça, c'est très important. Car la superclasse mondiale, ça ne s'intéresse pas tellement aux questions intérieures françaises, au chômage et aux revenus des Français. Non. Les questions internationales sont essentielles. Et donc, dans son système, dans sa vision géopolitique, dans la vision géopolitique de ceux qui l'animent, il faut que Vladimir Poutine soit diabolisé, soit mis de côté. Il ne faut pas qu'il y ait à la tête de la France quelqu'un qui pourrait voter contre les sanctions décidées contre la Russie, qui pourrait se rapprocher de la Russie au Proche-Orient. Je crois que c'est la raison essentielle, et ce qui me fait penser que c'est ça la raison essentielle, c'est un article, un éditorial, l'éditorial du Monde, publié en 2012, juste après donc, l'élection présidentielle, et qui s'appelait « La faute de François Fillon ». À l'époque, l'éditorial était en première page, en gros caractère, la faute de François Fillon. Et sa faute, c'était d'avoir été voir Vladimir Poutine et d'avoir s'être prononcé contre les sanctions et contre l'attitude générale d'hostilité à l'égard de la Russie. La faute de François Fillon. Poutine et la Russie sont les ennemis de la superclasse mondiale, dont l'oligarchie et la projection dans notre pays. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de cette analyse ? Le peuple peut-il se laisser berner indéfiniment par cette campagne médiatique ahurissante ? Alors, il y a des précédents encourageants, dû en partie non seulement à l'action de médias dissidents comme Radio Courtoisie, mais à la possibilité qu'offre Internet et les réseaux sociaux qui permettent de contrebattre l'idéologie et la propagande dominante. Les précédents encourageants, c'est le référendum de 2005, du 29 mai 2005, où la Constitution européenne a été rejetée contre les sondages qui, jusqu'alors, annonçaient une victoire écrasante du oui. C'est d'ailleurs pour cela que Jacques Chirac avait décidé ce référendum. Il y a, bien sûr, en 2016, le Brexit et la victoire de Trump. Et je crois que l'acharnement de l'oligarchie, de la superclasse mondiale contre Fillon, pour faire élire, c'est parce qu'ils ont été tellement traumatisés, ces gens-là ont été tellement traumatisés par Trump et le Brexit qu'ils ne veulent absolument pas qu'il y ait quelque chose qui ressemble même de loin en France. Alors, malgré ces précédents encourageants, je crois qu'on peut être raisonnablement optimiste. Vraisemblablement, je l'ai dit, les sondages fallacieux vont continuer. Il est très possible que Fillon reste dans ces sondages fallacieux en troisième position jusqu'au dimanche 23 avril 2017, premier tour du scrutin de l'élection présidentielle. À mon avis, il sera cependant au second tour contre Marine Le Pen ou un socialiste, que ce soit Macron ou Hamon, probablement Macron. Mais Macron, étant pris en tenaille entre Hamon et Fillon, peut se rétracter beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Nous sommes quand même à exactement un mois de l'élection présidentielle, du premier tour de l'élection présidentielle. Alors évidemment, rien n'est joué. Tout dépendra de la qualité de la campagne de Fillon. Il faut que François Fillon, s'il veut gagner, force sa nature et qu'il fasse du Trump, puisque nous sommes en situation trumpienne, si je puis dire. Et donc, il faut cogner sur Macron sans timidité ni faiblesse, comme l'a fait Donald Trump contre Hillary Clinton. Je vous signale que Hillary Clinton, il l'appelait dans ses tweets Crooked Hillary, c'est-à-dire Hillary la pourrie. Et pas une fois, il martelait Crooked Hillary. Moi, je ne sais pas, il pourrait dire il pourrait répéter ou faire répéter où sont les 3 millions de Macron, les Las Vegas, Macron Las Vegas, enfin, je ne sais pas, il faut cogner, quoi. Voilà, bon, c'est la politique. Chers amis, je pense que l'oligarchie n'a pas gagné la partie, elle peut perdre. Mon pronostic est qu'elle va perdre. Merci.